Déjà, merci beaucoup aux propositions qui m'ont été faites par le groupe Mérédith Santé et puis la clinique du Parc où je travaille pour animer ce webinaire sur vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et j'ai voulu aujourd'hui un webinaire qui soit vraiment accessible à tous, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément rentrer dans des détails techniques. Je vais vraiment présenter des généralités pour comprendre la greffe de cornée et aussi donner des trucs et astuces à tous les professionnels de santé, qui soient médecins ou paramédicaux, par exemple, et qui pourraient être amenés à être confrontés en consultation à des patients greffés, d'avoir en fait quelques notions pour pouvoir répondre à leurs questions si jamais ils étaient confrontés à cela. Voilà. Alors, un petit bref rappel sur l'histoire de la greffe de cornée. Faut savoir que la première greffe de cornée humaine, elle a été réalisée en 1905 par le docteur Zirn, qu'on a ici en photo. Il a greffé en fait un patient brûlé. Il avait récupéré la cornée d'un enfant, je crois, si je ne me trompe pas, qui venait de décéder. Il a coupé la cornée en deux et donc il a greffé cette cornée sur ce patient brûlé avec une efficacité visiblement certaine. On imagine bien qu'à cette époque, on n'évaluait pas forcément comme aujourd'hui tout ce qui est rejet immunitaire, cicatrisation et choses comme ça. Et donc ça a commencé comme ça. Et l'histoire de la greffe de cornée en France, elle a vraiment un tournant en 1948. Donc on est en après-guerre avec la création de la Banque française des yeux, la BFY, qui est dirigée depuis 2012 par le professeur Marc Muren, qui est chef de service d'ophtalmologie et un des grands spécialistes français de la greffe de cornée en France. Et donc il exerce à Rouen, en Normandie. Et puis, il y a Madame Sophie Glaise, qui est responsable don et qui est, je pense, un peu le numéro 2 à la Banque française des yeux, qui en fait la banque la banque de cornée la plus importante de France, puisqu'en fait, elle réunit toutes les mini-banques de cornée de Paris et de sa région. À Lyon, on a également une banque de cornée qui est au sein de la BCT, la banque de cellules et de tissus, qui est située à l'hôpital Édouard Herriot, donc au CHU de Lyon, aux HCL. Elle est dirigée par le docteur Céline aux enfants. C'est une banque très active. En 2021, je vais parler tout à l'heure de l'agence de biomédecine, c'est la troisième banque de cornée derrière la Banque française des yeux et Marseille en termes de cornée prélevée et distribuée. Et la particularité de la Banque de Lyon, c'est qu'elle a été la première banque en France à distribuer des greffons prédécoupés de greffe endothéliale, dont on va aborder la notion tout à l'heure, grâce à des travaux menés dans le service du professeur Buréon, notamment par le docteur Marie Régnier et le docteur Anne-Sophie Marty, et enfin le docteur Viridiana Kokaba. Alors justement, cette agence de biomédecine, pour ceux qui étaient devant le journal télévisé de TF1 hier soir à 20h, on a vu un reportage qui était vraiment très poignant sur la vente d'organes de familles très pauvres en Afghanistan, où en fait, ils se font prélever des reins qui revendent 2 500 euros pour nourrir leur famille, même rein qui ensuite est revendu sur le marché noir à 15 000 ou 20 000 euros. Et donc, on se rend compte qu'on a la chance dans notre pays d'avoir l'agence de biomédecine qui coordonne toute l'activité de don d'organes en France. Et chaque année, il y a un rapport de l'agence de biomédecine qui est publié sur l'activité de l'année précédente. Donc là, on a le rapport de l'activité de greffe d'organes en France de l'année 2021. Donc, je suis allé étudier ce qui se passe pour la cornée. Il y a 11 310 cornées qui ont été prélevées en France en 2021. Et il y a 5 372 cornées qui ont été proposées à la greffe. Alors, c'est en baisse par rapport à 2019, mais c'est largement en rehausse par rapport à 2020, qui avait été l'année blanche à cause du Covid. On a 145 équipes inscrites en tant que greffeurs de cornée en France. Alors, pour vous donner une idée, à moi seul, je suis une équipe à la clinique du Parc et le deuxième chirurgien qui opère des greffes de cornée actuellement à la clinique du Parc, le docteur Eliade Bouze, est lui-même une équipe. Donc, ce qui est défini comme une équipe, souvent, c'est soit une unité de lieu, comme par exemple l'hôpital Édouard Herriot à Lyon, qui va réunir toutes les personnes qui y greffent, soit ça va être une unité de personnes, notamment dans le secteur libéral.
Il y a eu 4754 greffes de cornée en France en 2021, ce qui représente une augmentation de 17,5% par rapport à 2020, mais qui est encore en deçà du nombre de greffes qui a avoisiné les 5000 en 2019. Il y a une différence entre les greffons proposés à la greffe et le nombre de greffes, parce que déjà, le geste ne réussit pas dans 100% des cas. Et ensuite, je pense que malheureusement, ces chiffres sont basés sur différents systèmes, notamment des systèmes de codage. Et je pense que parfois, des greffes sont réalisées avec une mauvaise cotation et peuvent passer à la trappe. Il y a les indicateurs de besoin qui sont calculés, c'est des notions très importantes. Chaque année, on a à peu près 6000, 6500 nouveaux inscrits pour greffe de cornée sur la liste d'attente et il reste à peu près 4000 personnes en attente à la fin de l'année. Et tous ces chiffres sont en augmentation. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, on a des indications qui augmentent et on a un nombre de greffons qui stagne, voire qui diminue. Et donc, on a un nombre de patients en attente de greffe qui est en nette augmentation. Concernant les indications, aujourd'hui, les pathologies endothéliales ont pris le dessus, puisque les pathologies endothéliales primitives qui sont d'origine génétique concernent 34,6% des greffes, et les pathologies endothéliales secondaires, dont on va aborder tout à l'heure un peu plus en détail, 24,7%. Donc, à tout ça, ça représente plus de la moitié des greffes de cornée en France. Ensuite, on a les échecs de greffe. Alors, cette notion d'échec est difficile. C'est soit les regreffes précoces, soit ça peut être aussi une regreffe plusieurs années après, suivant comment le système de cotation a été fait. Et enfin, la pathologie kératocone dans son stade le plus sévère. La région Rhône-Alpes est une bonne région en termes d'accessibilité à la greffe de cornée puisqu'elle est 8e sur 26. Et donc, dans les équipes, vous voyez qu'en 2021, 132 greffes de cornée ont été réalisées au CHU, enfin en tout cas à l'hôpital Édouard Herriot, 33 à Mermoz, 26 à Saint-Charles, 8 au Parc, 4 à Croix-Rousse et 1 à Rieux. Donc ces chiffres vont forcément se modifier dans le temps avec l'arrivée dans le système libéral de nouveaux greffeurs. Donc, concernant l'anatomie de la cornée, pour comprendre la greffe de cornée, il faut déjà comprendre cet organe qui est quand même très particulier. Il est la tunique la plus externe de l'œil, comme on voit sur ce schéma. Je ne sais pas si on va voir ma souris, mais donc c'est vraiment, ça sert vraiment de barrière antérieure à l'œil. Même s'il y a le film lacrymal qui recouvre la cornée, ça reste quand même, la cornée a un rôle protecteur. Et si on dissèque la cornée, comme vous voyez sur la coupe sur votre droite ici, de l'extérieur vers l'intérieur, on a l'épithélium, qui est en fait une couche pluricellulaire. Il y a 5 couches au centre, 7 couches en périphérie, qui est très innervée et qui va servir de barrière et qui va se renouveler tous les 7 à 14 jours. Ensuite, on a une couche qui s'appelle la couche de Bowman, dont on ne connaît pas encore trop bien l'utilité et qui se situe sous la membrane basale de l'épithélium et en avant du stroma. La couche de Bowman ne contient que du collagène. Ensuite, on retrouve le stroma qui concerne 90% de l'épaisseur de la cornée. C'est toutes ces fibres de collagène qui sont disposées de manière parallèle qu'on voit ici sur la coupe. Et c'est grâce à cette disposition très symétrique et parallèle des fibres de collagène qu'on arrive à maintenir un état de transparence dans la cornée. On a une plus ou moins 6e couche qui a été décrite par Dua, qui est un Indien, mais qui travaille dans un hôpital universitaire en Angleterre, et qui a décrit une couche prédesmétique qui se situerait à la partie la plus postérieure du stroma et qui aurait une composition un peu différente du stroma. On a la membrane de Descemet, qui fait vraiment la séparation entre le stroma et l'endothélium et qui sert de membrane basale à l'endothélium, qui est une monocouche de cellules, des cellules qui ne savent pas se régénérer, c'est comme des neurones en fait, hein, et on est avec un pool de cellules endothéliales à la naissance et on en perd tous tout du long de notre vie à peu près 0,6%. Et dans les pathologies endothéliales, notamment primitives comme la dystrophie endothéliale de Fuchs, les patients vont perdre de manière plus précoce ces cellules endothéliales et vont présenter excusez-moi, des problèmes de transparence cornéenne. La cornée, elle est avasculaire, comme vous pouvez le voir sur c'est une photo de mon œil d'ailleurs, je crois. Juste sur votre droite, on arrive à distinguer l'iris, la pupille qui correspond au rond noir, mais on ne voit pas la cornée en fait, puisqu'elle est transparente. On aperçoit les vaisseaux en fait de la sclère et de l'épisclère et de la conjonctive qui entourent la cornée, mais on n'a pas de vaisseau, en tout cas à l'état physiologique, qui pénètre dans la cornée. Cette cornée, elle est en état de déturgescence. Pour qu'elle reste transparente, il faut qu'elle soit vidée de son eau. Et par contre, elle est très innervée.
C'est d'ailleurs le tissu du corps humain qui est le plus innervé. On dit classiquement que c'est 40 fois plus innervé qu'une dent. C'est une innervation qui dépend du territoire du nerf crânien numéro 5. Vous avez ici une schématisation. En fait, les nerfs sont localisés plutôt dans le stroma moyen ou antérieur et vont ensuite avoir des ramifications qui vont pénétrer jusqu'à l'épithélium, pardon. Et cet épithélium, vous avez tous fait l'expérience peut-être un jour de vous mettre un doigt dans l'œil ou de recevoir un corps étranger et d'avoir cette sensation très désagréable de gravier ou de grain de sable. Et ben, c'est dû à toutes ces ramifications nerveuses qui sont situées dans l'épithélium. Et du fait de son caractère avasculaire, on a défini un privilège immunitaire de la cornée qui est en fait un très bon endroit pour faire une greffe d'organes et je vais vous expliquer pourquoi. Dernière chose à préciser, la cornée a une puissance, c'est un dioptre et c'est d'ailleurs les 2/3 de la puissance de l'œil puisque la dioptrie moyenne d'une cornée est d'environ 42-43 dioptries sur les 60 dioptries que contiennent un œil. Donc là, vous avez la cornée bien transparente et là, vous avez une cornée qui perd en transparence où les détails intraoculaires vont devenir flous. Donc si pour nous, ils sont flous quand on regarde, vous imaginez bien que pour le patient, ça donne une vision pas terrible. Au niveau du privilège immunitaire, en fait, l'humeur aqueuse l'humeur aqueuse, c'est le liquide qui circule à l'intérieur de l'œil. Donc, en fait, l'endothélium, qui est dirigé vers l'intérieur de l'œil, la partie la plus interne de la cornée, baigne dans cette humeur aqueuse. Cette humeur aqueuse, elle est fabriquée par les corps ciliaires et réabsorbée par le trabéculum qui se situe dans l'angle iridocornéen. Et naturellement, dans cette humeur aqueuse, on possède des éléments anti-inflammatoires. Et c'est pour ça qu'il y a le système ACID, qui s'appelle Anterior Chamber Associated Immune Deviation. Et donc, en fait, lorsqu'on va agresser une chambre antérieure, elle va réagir sans même qu'on ait besoin de faire intervenir des médicaments pour combattre de l'inflammation. Ça va passer par différentes choses. Alors, je ne vais pas rentrer tout dans les détails, mais en tout cas, voilà, il y a les bons éléments de l'inflammation dans l'œil pour prévenir de l'inflammation. Et lorsque vous réalisez une greffe de cornée, eh ben, votre greffon va baigner dans ce milieu et ça va permettre de diminuer le risque de rejet. Malheureusement, ça ne va pas le supprimer complètement. On a également les cellules épithéliales et endothéliales qui peuvent exprimer du face ligand. On a assez peu d'APC, de cellules présentatrices de l'antigène au sein de la cornée. Et les cellules épithéliales iriennes, elles vont inhiber aussi la production de certains lymphocytes qu'on peut retrouver dans les réactions de rejet immunitaire. Et donc, tous ces éléments vont permettre d'avoir une greffe d'organes avec finalement un taux de rejet immunitaire relativement faible. Alors, intéressons-nous un petit peu aux indications des greffes de cornée. J'ai commencé à en parler dans mon introduction sur l'agence de biomédecine. Donc, je vous ai dit que les pathologies endothéliales concernaient aujourd'hui plus de 50% de l'indication des greffes de cornée. Alors, vous avez au milieu de l'écran ce qu'on appelle une dystrophie endothéliale de Fuchs ou cornea guttata. Et effectivement, voilà, pour ceux qui ont des bons yeux, vous allez voir ici qu'on voit plein de petits points en rétroillumination. Donc, ces petits points, vous pouvez me croire, ils ne sont pas situés dans le cristallin, mais sur la cornée, sur la partie endothéliale. Et en fait, ils correspondent à toutes les cellules mortes, toutes les cellules qui ont disparu de l'endothélium cornéen. Cette pathologie, la cornea guttata ou dystrophie endothéliale de Fuchs, aujourd'hui, en fait, elle est devenue l'indication numéro 1 des greffes de cornée, tout simplement parce que la technique de greffe qui est utilisée pour réparer cette anomalie a un taux de réussite qui est proche de 90-95%, avec un taux de rejet qui est inférieur à 1%. Pourquoi? Puisque lorsqu'un endothélium est pathologique, aujourd'hui, nous réalisons des greffes lamellaires postérieures endothéliales. On va retirer l'endothélium pathologique du patient qu'on va remplacer par un endothélium humain prélevé sur une cornée d'un donneur décédé, mais dont on aura vérifié au préalable, grâce à des techniques de microscopie, que ces cellules sont en bon état, ne sont pas porteuses de ce type d'anomalie et sont en quantité suffisante. Ces greffons vont donc être placés en lieu et place de l'ancien endothélium pathologique et vont donc baigner naturellement dans cette humeur aqueuse. Et c'est en partie pour ça qu'on a un taux de rejet extrêmement faible de ce type de greffe de cornée.
Et si vous ajoutez à ça que le suivi post-opératoire est simplifié et que le risque de complications globales est beaucoup plus faible, et ben, c'est une intervention qui a explosé puisqu'aujourd'hui, elle est proposée de manière beaucoup plus simple et facile qu'avant. Quand il fallait réparer une pathologie endothéliale par une greffe de cornée totale, il fallait attendre que les patients soient vraiment dans des états vraiment très avancés avant de proposer la greffe. Aujourd'hui, un patient qui commence à être gêné par une pathologie endothéliale, on peut rapidement lui proposer la greffe de cornée puisqu'on sait qu'en termes de safety, de balance bénéfice-risque, on aura un très bon résultat dans la majorité des cas sans risquer d'induire des complications à quelqu'un qui peut potentiellement être encore jeune et actif, par exemple. Ici, vous avez un patient, donc on voit une iridotomie périphérique. On peut imaginer que ce patient, par exemple, ait bénéficié de ce que vous voyez juste ici, c'est-à-dire une implantation du FAC. C'est ces fameux implants qui sont utilisés pour corriger des très fortes myopies lorsque le laser réfractif est contre-indiqué. Ces implants fonctionnent très bien. Malheureusement, dans de rares cas, ils peuvent entraîner une déperdition épithéliale qui peut aller jusqu'au stade de l'œdème de cornée massif. Donc ici, en fait, on a une décompensation endothéliale secondaire, probablement due à une intervention chirurgicale au préalable. Et aujourd'hui, ça, c'est la deuxième cause d'indication de greffe de cornée en France. Alors, pas seulement les implants du FAC, mais la décompensation endothéliale post-chirurgie, que ce soit une chirurgie de la cataracte traditionnelle ou une chirurgie oculaire, on va dire, moins traditionnelle, c'est vraiment la deuxième cause de greffe. Ces décompensations endothéliales vont pouvoir survenir pour deux raisons. Soit parce que la chirurgie a été difficile et que l'endothélium a été abîmé en opératoire, soit parce que le patient était éventuellement porteur d'une anomalie génétique, comme une dystrophie endothéliale de Fuchs, et que la chirurgie a fini en fait d'aggraver la pathologie initiale et a entraîné la décompensation. Je me suis permis de vous mettre deux photos de dystrophie stromale que vous pouvez voir ici. C'est des photos qui sont issues du rapport de la SFO sur la surface oculaire. Je ne l'ai pas précisé, donc je vous le précise à l'oral. Donc, on a des dystrophies stromales, comme la grillagée ici, qui, lorsqu'elles entraînent des baisses de vision, peuvent être une indication à une greffe de cornée. Alors ici, il va falloir greffer le stroma, puisque c'est le stroma qui est atteint. Et tout comme nous avons développé des greffes lamellaires postérieures, on peut également réaliser des greffes lamellaires antérieures, c'est-à-dire laisser l'endothélium du patient et ne disséquer que la partie antérieure de la cornée. Ce sont des techniques de greffe beaucoup plus délicates, puisque au lieu de greffer une tranche de cornée qui mesure que 30 microns et qui est fragile, cette fois, il va falloir disséquer toute la cornée en laissant sur place une couche qui mesure voilà, une trentaine, même pas de microns. Et donc, le risque de perforation pendant l'intervention va être plus importante. Et donc, c'est un geste qui, même sur une main entraînée, peut ne pas réussir. Et on est systématiquement obligé de prévenir son patient qu'on veut faire quelque chose, mais qu'on peut potentiellement ne pas réussir à le faire. Et enfin, je vous ai remis ce qui était une très grande cause de greffe de cornée il y a quelques années en France et dans le monde, la maladie, le kératocone, et qui aujourd'hui recule grâce au développement de techniques modernes de chirurgie de kératocone, de chirurgie mini-invasive, avec des lasers de surface à petite dose, avec des anneaux intracornéens. On l'a vu récemment avec les équipes norvégiennes, avec des injections de stroma, soit porcin, soit du stroma humain. Et enfin, le développement de la contactologie et aujourd'hui des lentilles de contact très puissantes qui nous permettent de s'affranchir de la greffe de cornée. Donc voilà ici, pour schématiser toutes les greffes qu'on peut proposer. Donc vous avez la greffe transfixiante, qui est la technique historique, qui est encore utilisée, parce qu'il y a encore des indications à ce type de greffe de cornée, même si c'est devenu plus rare. Et puis vous avez les greffes endothéliales. Alors la DILEC, ça c'était il y a très longtemps, ça n'existe quasiment plus, mais se partage la DIMEC, qui est moi le type de technique que j'utilise à la clinique, et la DISEC. La différence entre les deux, c'est que dans la DISEC, en fait, le greffon endothélial est prélevé soit à l'aide d'un microkératome, donc c'est un petit instrument rotatif en fait qui va découper la cornée de manière automatisée, ou alors par un laser femtoseconde. Et ça entraîne des greffons qui font en moyenne entre 60 et 90 microns d'épaisseur, c'est-à-dire qu'ils vont emporter un petit peu du stroma postérieur. Alors, ça permet d'avoir un greffon beaucoup plus rigide et une chirurgie beaucoup plus simple. Par contre, ça emmène du stroma, ça fait une couche supplémentaire et ça peut rajouter un risque de rejet immunitaire peut-être un peu plus important.
là où la DMEK, pour desmette membrane endothéliale kératoplastie, on va disséquer déjà manuellement ce greffon et on ne va emporter que le complexe endothéliodesmétique sans prendre de stroma. Alors, je vous ai mis des vidéos. Alors là, on a une vidéo. Donc, c'est un patient qui est atteint de mucopolysaccharidose de type 4. Donc, ce sont des pathologies lysosomales qui vont pouvoir faire accumuler certains lysosomes au sein de la cornée, notamment le chondrate sulfate. Et donc, la première étape de la chirurgie consiste à faire une trépanation. Là, on est sur une chirurgie de type kératoplastie transfixiante. On va remplacer tout le tissu. Donc, on a un trépan qui permet donc de trépaner à la largeur que l'on veut et surtout de manière régulière. On complète la dissection avec des ciseaux. On met un petit peu d'agent visqueux pour protéger les structures internes de l'œil, l'iris, le cristallin. Ensuite, on place 4 points de suture pour maintenir ce greffon. Et ensuite, on a différentes techniques opératoires qui existent. Moi, je suis issu de l'école lyonnaise qui est plutôt une école du surgé, qui va consister en fait à prendre un fil et à le passer 16 fois tout autour de la cornée. Il y a des écoles des points séparés où ils vont réaliser 16 points, mais qui vont être mis bout à bout les uns après les autres. Et il y a d'autres écoles qui font un peu de points, un peu de surgés ou des doubles surgés. Donc, c'est des surgés à 8 passages qui vont être mis en quinconce. L'idée, c'est de réaliser la technique qu'on maîtrise et surtout qui va être la moins astigmatogène possible. Parce que toute la difficulté de ce type de greffe de cornée, ça va être d'avoir une cornée qui soit relativement régulière à la fin de l'intervention et en cicatrisant pour limiter en fait l'astigmatisme post-opératoire et permettre une meilleure récupération visuelle. Donc, une fois que vous avez passé, vous avez mis en place les 16 passages, vous voyez qu'avec un petit crochet, on tire sur le fil pour bien serrer avant de faire le nœud final. Faut pas oublier que pendant qu'on fait une intervention, la cornée va être œdémaciée, puisqu'elle est plus fonctionnelle. Et donc, il faut bien serrer les fils parce qu'en post-opératoire, la cornée va se remettre en état de déturgescence. Elle va donc perdre un petit peu d'épaisseur. Et si vous ne serrez pas assez, vous risquez d'avoir des points qui soient trop lâches et des problèmes au niveau de la cicatrisation ou au niveau de la répartition des larmes sur la surface oculaire. Une fois qu'on a bien serré, voilà, on fait le nœud final. Et ce nœud final, en fait, on va tranquillement venir l'enfouir en faisant glisser de bord à bord le surjet. On enlève toujours la couche la plus superficielle du greffon, l'épithélium, pour laisser l'épithélium du patient repousser. Et on peut utiliser en péropératoire ce qu'on appelle un kératoscope. Donc, c'est un petit appareil qui va projeter une lumière sur la cornée pour essayer de vérifier la régularité, la régularité en fait de cette greffe. Ça, c'est un patient alors qui récupère pas complètement en vision puisqu'il a une pathologie qui va altérer d'autres éléments dans l'œil. Il a quand même récupéré une vision entre 3 et 4 dixièmes avec un astigmatisme aux alentours de 4 dioptries qui est donc corrigeable par des lunettes. Voilà l'aspect que peuvent prendre les greffes de cornée transfixiantes en post-opératoire. Vous avez ici l'exemple d'une patiente à M+14. Alors, il faut savoir que les patients mélanodermes, exactement comme sur la peau, où ils ont plus de risques de faire des cicatrices kéloïdes, c'est ces cicatrices un peu épaisses, un peu disgracieuses, et au niveau de la cornée, ils vont avoir tendance à blanchir le tissu au niveau des points. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. C'est pas forcément joli sur une photo comme ça pris en zoom, mais alors sur quelqu'un qui a ça à l'œil nu, vous ne le verrez pas. Et surtout, vous voyez que ça n'impacte absolument pas l'axe visuel, donc ça gêne absolument pas la vision des patients. Donc ici, vous avez d'autres exemples à 1 an. Donc ici, vous avez l'exemple d'un surjet. Ici, vous avez l'exemple de points séparés. Et puis encore un surjet. Et puis là, le patient avec la chirurgie que je viens de vous montrer en vidéo tout à l'heure. Faut savoir, ce patient, il était jeune. Hein, les polymucosaccharidoses, on les opère souvent avant 18 ans. Ici, par exemple, ce patient, il a des points séparés parce que c'est une greffe qui a été faite dans un contexte d'urgence pour une perforation cornéenne. J'aime bien, dans ces contextes d'urgence, faire des points séparés pour pouvoir les retirer quand je veux. Donc, si le patient fait une complication sur un point, ça permet de pouvoir retirer un point en laissant tous les autres. Et si vous retirez ce point au bout de 3 ou 4 mois, ça évite qu'il y ait un problème. Alors qu'un surjet, si vous le retirez au bout de 4 mois et que la cornée n'a pas cicatrisé, il faut retourner au bloc pour aller reposer des points.
La durée de vie de ce type de greffon, il y a 20 ans, c'était des durées de vie de 40 ans parce qu'en fait, on prenait la cornée sur un patient qui venait de décéder et on la greffait tout de suite sur le patient receveur. Aujourd'hui, il y a des étapes de vérification en laboratoire, des bains d'antibiotiques et d'antifongiques pour prévenir au maximum le risque de transmettre des infections ou des pathologies. Mais du coup, ces étapes de sécurité ont tendance à abîmer un petit peu les greffons. Et leur durée de vie est probablement plus aux alentours de 15-20 ans aujourd'hui que les 30-40 ans qu'on a pu connaître. Pour moi, les deux points à surveiller, surtout la première année, c'est le risque de rejet, qui est aux alentours de 15, 20, 30% parfois dans ce type de greffe, et le glaucome, parce que ces patients sont laissés sous corticoïdes locaux et la tension oculaire peut rapidement monter. Ensuite, une vidéo d'une greffe de cornée, cette fois endothéliale, donc DIMEC pour desmette membrane endothéliale kératoplastie. Donc cette fois, vous voyez, on voit bien l'épaisseur là. Hop, je vais remettre. Sur l'OCT, on voit bien l'épaisseur centrale de la cornée qui est trop importante. Ici, si on compare sur le côté, et là, vous voyez, la coupe se fait en plein centre de l'œil. Donc en fait, avec un œdème central comme ça sur la cornée, on a un patient qui a une baisse de vision. Donc on va lui proposer une greffe endothéliale. On réalise des toutes petites incisions. Donc, j'ai vraiment laissé toutes les étapes de la chirurgie pour vraiment vous montrer que c'est beaucoup moins invasif que ce que je viens de vous montrer. Là, les incisions, c'est un couteau de 30 degrés. Elles font à peine 1 mm. On va injecter une bulle d'air dans la partie antérieure de l'œil. Et vous voyez que juste avec l'air, sans même avoir besoin de mettre le microscope, enfin l'OCT opératoire, on arrive à bien distinguer. Ici, je suis en train de craquer avec un crochet inversé, l'endothélium malade du patient. Alors, l'avantage d'un endothélium malade, c'est qu'en fait, il se détache très facilement. Il se détache très facilement du stroma parce que c'est deux compositions complètement différentes. Et vous voyez qu'on rabat, je vais faire pause, voilà, on est en train de rabattre cette couche endothéliale qui mesure quelques microns d'épaisseur. Et on va progressivement la rabattre sur un diamètre d'à peu près 8 mm, puisque c'est exactement à cet endroit qu'on va venir tout à l'heure injecter le greffon et le déplier. Voilà, on peut vérifier grâce à l'OCT, vous voyez, en direct, qu'on est bien en train de retirer l'endothélium et qu'on ne touche pas à la couche qui est juste au-dessus. Voilà, une fois que cet endothélium il est bien retiré, on va agrandir la petite incision avec un couteau paramétré de 2,2 mm. Et voilà le greffon qu'on a prélevé sur un donneur décédé, qu'on a coloré pour bien le voir pendant la chirurgie. Donc, la seule particularité de cette chirurgie, c'est de bien orienter son greffon. Et comment savoir où sont situées les cellules endothéliales sur ce greffon? Eh bien, en fait, il y a des propriétés mécaniques des membranes de Descemet qui font que systématiquement, quand vous prélevez un endothélio-desmette et que vous le mettez dans un milieu liquide, il va s'enrouler en double rouleau avec les cellules endothéliales sur la partie externe du double rouleau. Et donc ici, vous voyez que le greffon qui vient d'être injecté dans l'œil du patient, on voit bien que le double rouleau, il est orienté vers le haut, vers la cornée. Donc si je le déplie comme ceci, je vais avoir mon rouleau qui a tendance à revenir vers la cornée et je vais bien avoir mes cellules endothéliales qui seront dirigées vers l'humeur aqueuse et la partie desmette stromale qui sera dirigée vers la cornée du patient. Donc, cette image nous permet de commencer à déplier le greffon puisqu'on sait qu'il est dans le bon sens. Et là, après, forcément, je vous ai mis une vidéo où c'est facile, sinon c'est pas drôle, puis il faut que ça aille vite quand même, ce webinaire. Mais voilà, parfois c'est difficile, mais souvent, quand on a orienté à l'injection le greffon dans le bon sens, vous pouvez voir que les manœuvres pour le déplier sont relativement simples. Il faut utiliser des mouvements d'eau, il faut tapoter légèrement au-dessus de la cornée, le but étant de ne jamais venir toucher à l'intérieur le greffon pour ne pas abîmer les cellules endothéliales. Ici, vous voyez qu'avec l'OCT, on vérifie ce sens et donc que le greffon remonte bien vers la cornée. Et ensuite, il suffit de sécuriser ce greffon avec une grosse bulle d'air qui va venir le maintenir contre la cornée du patient. Voilà, on injecte l'air et vous voyez le greffon qu'on voit bien ici. Ça y est, il est plaqué contre la cornée du patient. Là, on a fait 50% du travail. Les 50% restants sont la position post-opératoire du patient qui va devoir maintenir une position allongée à plat dos sans oreiller en regardant le plafond. Donc, vous voyez la photographie de l'épaisseur cornéenne avant, 771 micros au centre. 6 mois après, 533 microns au centre. Et on retrouve ces couleurs jaunes qu'on aime bien voir et qui correspondent à des cornées transparentes.
Donc, voici les résultats qu'on peut avoir en greffe de cornée endothéliale. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand ça se passe bien, eh ben, on ne voit pas que le patient a été greffé. Alors, parfois, bon, c'est des cas un peu plus difficiles, comme ici, mais très souvent, sur des cas, on va dire, plus classiques, plus banals, vous pouvez prendre une photo de votre patient et en fait, on ne retrouve pas de cicatrice de sa greffe de cornée. Quand ça se passe bien, les visions à attendre, bah, c'est une récupération sub ou complète de la vision. Donc en général, on est toujours entre 7 et 10 sur 10. Il n'y a pas besoin de suture, ou très peu. Il n'y a pas d'astigmatisme induit, puisqu'il n'y a pas de suture. La surveillance, elle va être... alors j'ai mis annuel, en fait, c'est pas annuel. La surveillance, c'est tous les 3 à 6 mois la première année. Et ensuite, c'est tous les ans à partir de la première année. Par contre, c'est sûrement des greffons plus fragiles. La chirurgie peut faire perdre tes cellules et la durée de vie du greffon, pour l'instant, on a un recul de 10 ans dans la littérature, donc on ne sait pas exactement combien de temps vont pouvoir vivre exactement ces greffons. Par contre, ce qu'on sait, c'est que regreffer ce type de greffe, c'est assez peu invasif pour l'œil et donc ça peut probablement être répété plusieurs fois au cours de la vie. Quelle est la surveillance à mettre en place? Quel que soit le type de greffe de cornée, le premier mois, on va surtout, lorsqu'on met des sutures, surveiller les sutures et la pression intraoculaire. Et lorsqu'on met un greffon à l'intérieur de l'œil qu'on vient plaquer avec une bulle d'air, eh ben, c'est de se demander si le greffon est collé ou pas. Ici, vous avez l'exemple d'un greffon très légèrement décollé en post-opératoire d'une greffe de cornée de type DIMEC. Il va suffire de remettre une bulle d'air au bloc opératoire la semaine d'après pour finir de coller ce greffon. Et une fois qu'on aura replaqué, vous voyez, ce greffon sur cette partie-là de la cornée, dès le lendemain du rebulage, le patient a une cornée qui redevient complètement claire. La première année, j'aime bien surveiller les patients tous les 3 mois pour prendre la tension oculaire et vérifier qu'il n'y ait pas un glaucome qui s'installe. Et ensuite, on vérifie régulièrement la microscopie spéculaire. C'est en fait un examen qui permet de mesurer le nombre de cellules endothéliales restantes dans les cornées et ça permet d'estimer à peu près pour les patients la durée de vie de leur greffon. Quelques complications à connaître lorsqu'on fait une kératoplastie transfixiante, donc la première vidéo que je vous ai montrée, bah bien sûr, pour moi, le plus grave, mais surtout ce qui est le plus stressant pour les patients, c'est ce risque de rejet. Il est finalement assez minime. Il va se manifester principalement soit par une baisse de vision, plus ou moins brutale, soit par des douleurs. Ça va être les 2 signes les plus fréquents. Ensuite, on peut tout retrouver. On peut retrouver de la rougeur, on peut retrouver un œil qui coule, on peut... Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand un patient se plaint de quelque chose, notamment au niveau de la surface oculaire, dans un contexte de greffe de cornée, surtout si elle a moins d'1 an, il faut qu'il consulte en urgence un ophtalmo. Et on ne peut pas se poser de questions parce que tant qu'on n'aura pas examiné à la lampe à fente le patient, on ne pourra pas savoir exactement ce qui est en train de se passer. Mais pour moi, la complication la plus grave d'une greffe de cornée, c'est le glaucome. Parce qu'en effet, lorsqu'on fait une greffe de cornée transfixiante, vous avez vu tout à l'heure, on va remanier complètement la chambre antérieure, on va injecter du visqueux, c'est une chirurgie qui est inflammatoire, et on va mettre en place des collyres contre le glaucome, des collyres contre le rejet qui peuvent induire des glaucomes, qui sont les collyres cortisonnés. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens qui voient mal après une greffe de cornée, c'est très souvent à cause d'un glaucome qui a été induit et qui a malheureusement progressé et entraîné des baisses visuelles irréversibles. Donc, c'est quelque chose à traquer et à traiter de manière invasive et intensive pour éviter au maximum que ça puisse entraver le résultat de la greffe. Les infections peuvent apparaître et notamment la réactivation d'un herpès. Les patients qui sont herpétiques connus, on peut anticiper. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont porteurs du virus de l'herpès qui pourront potentiellement un jour faire une kératite herpétique, une infection herpétique de la cornée. Mais la chirurgie de greffe de cornée est une chirurgie tellement stressante pour l'œil que ça peut très souvent sur ces terrains-là réactiver l'herpès. Et on a des patients qui peuvent se présenter, par exemple, vous voyez, sur une greffe de cornée avec une kératite herpétique épithéliale typique. Le problème, c'est qu'il faut tout de suite arrêter la cortisone parce que la cortisone va avoir tendance à aggraver ce type de kératite. Donc voilà toutes les choses qui font qu'il faut voir souvent son patient, surtout la première année, parce qu'il faut surveiller toutes ces petites choses. Bon, il y a plein d'autres complications, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Au niveau de la chirurgie de type DIMEC, les complications sont un peu différentes, un peu plus rares. Finalement, c'est le décollement du greffon
qui va être la complication, ou on peut appeler ça plutôt un effet secondaire le plus fréquent, mais qui se traite très facilement en remettant une bulle d'air dans la partie antérieure de l'œil. Et ce qu'on remarque aussi dans cette intervention, c'est les inflammations de la rétine post-opératoire qui sont quand même un peu plus fréquentes, qui se traitent également très facilement par des collyres ou des injections dans l'œil, mais qui sont à traquer. Un patient qui a une greffe endothéliale avec une cornée claire qui récupère mal en vision, il faut absolument aller explorer la rétine pour rechercher un autre problème. On a également des problèmes avec le glaucome et l'hypertonie à cause de la cortisone. Et par contre, là, le risque de rejet est plus grave. Et la seule chose stressante quand on fait une greffe endothéliale, notamment quand on l'a fait le vendredi midi, comme c'est le cas pour moi, c'est si jamais la bulle qu'on laisse dans l'œil passe en arrière de l'iris. Regardez ici, vous avez un iris qui est venu complètement se coller à la cornée de chaque côté. Et ça entraîne une poussée de tension dans l'œil extrêmement importante avec des patients qui vont avoir une douleur atroce, qui vont avoir des vomissements. Et là, l'urgence, c'est d'aller exsuffler la bulle, en fait, de soit refaire passer la bulle en avant de l'iris, soit carrément d'aller avec une petite aiguille aspirer un petit peu d'air pour dégonfler tout ça. Et c'est pour ça qu'après une greffe de cornée de type DIMEC, que le patient soit à la maison ou à l'hôpital, il faut le prévenir de ce risque. Il faut absolument qu'il ait un numéro de téléphone ou quelqu'un de joignable s'il est en ambulatoire pour pouvoir signaler des douleurs aussi intenses. Parce que si on laisse traîner ça toute une nuit, déjà pour le patient, je pense que c'est pas très bien, ça fait très mal et en plus, ça peut franchement dégrader le nerf optique. Dernière chose que je voulais vous préciser ce soir avant parce que je vois que l'heure tourne et si on veut pouvoir avoir une interactivité avec des questions-réponses, il est parfois difficile de diagnostiquer un rejet sur une greffe endothéliale. Parce que du coup, les seuls signes qu'on aura d'un rejet d'une greffe endothéliale, c'est les rejets endothéliaux. Et les rejets endothéliaux, vous voyez, ils peuvent se manifester par des petits points comme ceci qu'on appelle des précipités rétrodesmétiques. Sauf que ces patients peuvent faire d'autres pathologies de l'œil, notamment des uvéites qui vont aussi donner des précipités rétrodesmétiques. Et on a aussi des patients qui, en dépliant le greffon dans l'œil, vont avoir des pigments de l'iris qui vont venir se balader et qui vont venir se déposer entre le greffon et la cornée et reproduire ces petits points. Donc en fait, quand vous voyez que ces points sont localisés dans le greffon et que vous n'en voyez pas en dehors, ça, c'est une petite astuce, c'est un petit signe qui peut nous permettre de distinguer un rejet du greffon d'une autre pathologie. Et donc, quand on examine de manière très fine la cornée à la lampe à fente, on arrive souvent à distinguer la jonction entre notre greffon endothélial et, par exemple, la dissection de l'endothélium qu'on a fait au patient. Bon, ça, c'était du petit détail pour ceux qui ont peut-être un peu plus de bouteilles en ophtalmologie. Ensuite, la dernière chose que je voulais vous dire, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça s'adresse plus peut-être à des médecins généralistes qui pourraient avoir ce type de patient dans leur cabinet. C'est que pour tout patient greffé, dès qu'on a un œil rouge, un œil douloureux ou une baisse de vision, pour moi, ça paraît impossible de pouvoir proposer un traitement sans avoir examiné le patient. Et donc, ces patients, il faut vraiment leur faire comprendre que tant qu'ils ne sont pas examinés par un ophtalmologiste avec une lampe à fente, on ne peut pas leur proposer un traitement, à part bien sûr des larmes artificielles, mais voilà, donner des antibiotiques ou de la cortisone sans savoir exactement ce qui se passe, dans la majorité des cas, probablement que ça se passera bien. Mais si, par exemple, on passe à côté d'une kératite herpétique épithéliale et qu'on donne de la cortisone dessus parce qu'on se dit c'est une greffe de cornée, faut que je remette de la cortisone, peut-être que ce patient fait un rejet, et ben en fait, on va vraiment aggraver les choses plus que rendre service au patient. Deuxième point, lorsqu'on fait une greffe de cornée transfixiante, on est souvent limité en termes de récupération visuelle à cause de l'astigmatisme. Et donc, c'est souvent des patients à qui on propose des systèmes optiques de type lentille de contact. Et donc, il n'est pas rare que ces patients viennent en consultation, que ce soit chez nous ou pour d'autres consultations médicales, avec leurs lentilles. Et ça s'adresse plus à des professionnels qui pourraient être amenés à envoyer leurs patients en chirurgie. Il faut bien rappeler à ces patients que lorsqu'ils se font opérer ou quelque chose, ils doivent retirer leurs lentilles. Parce que certains ont tellement une vision améliorée par la lentille qu'ils vivent avec et ils en oublieraient presque qu'ils ont cette lentille. Donc ça, c'est les deux tips que je voulais partager avec vous en conclusion. Je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire sur la greffe de cornée de manière très globale et j'envisage probablement sur l'année 2023 de dissocier les différentes greffes
et notamment la DIMEC, qui est celle que je pratique le plus à la clinique. Et j'aimerais vraiment faire un deuxième webinaire qui sera vraiment dédié à cette greffe pour en aborder les subtilités et puis parler éventuellement d'études cliniques et de choses comme ça pour ceux que ça pourrait intéresser. Voilà, bah écoutez, je vous vois pas, c'est toujours un peu stressant, mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention, pour ceux qui sont là. Et maintenant, n'hésitez pas à bombarder de questions, on est vraiment là pour ça.